nous a paru important de revenir sur la question de la crise globale du système, en fait, qui est à la fois une crise sanitaire, mais aussi une crise financière, pour pouvoir voir comment combattre aujourd'hui le système capitaliste qui, en réalité, est la cause de toute la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors déjà, la première chose qui est constatée par tout le monde, c'est que aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est devenu largement une crise économique. Et cette crise économique mondiale, elle s'aggrave aujourd'hui à un rythme au moins aussi rapide que la pandémie de Covid-19. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a eu 10 millions d'emplois qui ont été perdus en 2 semaines, sachant que ce chiffre ne tient pas compte des 11 millions d'immigrés sans papier qui sont donc pas comptabilisés dans les chiffres du chômage, mais qui eux aussi perdent leur emploi. En Espagne, il y a 900 000 travailleurs qui ont été licenciés. En Grande-Bretagne, il y a 1 million de Britanniques qui ont demandé l'aide sociale. En Finlande, en Norvège, il y a 800 000 travailleurs qui ont perdu leur emploi. En Autriche, le chômage a augmenté de 52,5%. Donc, on voit que dans tous les pays, c'est une énorme crise économique et sociale qui éclate. Voilà. Et par exemple, en France, le chômage partiel explose et Bruno Le Maire, il y a quelques jours, a déclaré que la France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945. Donc, on a vraiment une crise qui est historique et sans précédent depuis des décennies et des décennies. Alors, tout le monde est obligé de partager ce constat, mais l'impression aujourd'hui quand on écoute les économistes bourgeois, c'est que finalement l'économie qui avant le coronavirus, elle est plutôt bien, a été brusquement altérée par cette pandémie qui a paralysé l'économie. Or, en réalité, quand on observe le fond des choses, il en est tout autrement. Et en réalité, si du point de vue de la bourgeoisie, seule l'origine et les conséquences du virus sont discutées, en réalité, la crise tire ses racines dans les systèmes capitalistes eux-mêmes. C'est pas juste l'économie qui est malade, comme si c'est comme un humain est malade du virus. Voilà, il n'est pas malade du virus. En réalité, l'économie, la crise qu'on connaît, c'est la conséquence du fonctionnement du système capitaliste. Donc, ce qui est clair, c'est que la crise qu'on connaît, c'est bien une crise du capitalisme et pas une crise du coronavirus. Voilà. Donc, quand on regarde en réalité les choses derrière les apparences, le coronavirus n'est qu'un détonateur qui fait exploser les fortes tensions du marché et les énormes déséquilibres du capitalisme qui existaient avant le krach boursier qu'on connaît actuellement. Le ralentissement de l'économie avait déjà affaibli l'Europe avant l'apparition du virus et simplement le coronavirus a provoqué le krach boursier, mais tous les économistes, y compris les économistes bourgeois, s'accordaient à dire que l'effondrement des cours était prévu de longue date. D'ailleurs, il faut rappeler qu'un krach boursier, comme celui qu'on a connu il y a quelques jours, c'est pas un accident venu de nulle part. C'est pas quelque chose qui survient de force surnaturelle. En réalité, c'est un ordre qui est donné par les grandes entreprises, par les grands patrons, un ordre qui est donné aux traders de vendre des actions, de vendre des obligations qu'ils possèdent pour empocher des bénéfices. Donc, une décision éminemment politique de provoquer un krach boursier. C'est la conséquence d'une décision de la classe bourgeoise. Donc, le coronavirus, c'est que le détonateur de la crise. Alors, quand on regarde aujourd'hui tous les symptômes de la crise qu'on connaît, tout montre que la crise qui est en train d'avoir lieu, elle sera bien plus grave que celle de 2008. En effet, les problèmes qui sont posés par la crise actuelle sont différents de ceux de 2008. En 2008, par exemple, les banques centrales avaient
massivement baisser les taux d'intérêt, nationaliser des banques. Or, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont déjà négatifs. Voilà. En 2008, une autre chose qui avait permis de sortir de la crise, c'est que la Chine avait joué un rôle de locomotive. À cette époque-là, la Chine avait une croissance de 9% et avait lancé un vaste plan de relance énorme pour sortir de la crise. Aujourd'hui, on voit que la Chine, c'est un des cœurs de la crise économique, puisque c'est notamment de là que vient le virus. Donc, ce pays ne peut plus constituer une locomotive pour créer un effet de rebond. Et enfin le krach boursier qui a lieu en ce moment, il se déroule sur fond de guerre économique entre les grandes puissances, puisque avant le krach boursier, la Russie a décidé de baisser massivement et brusquement les prix du baril de pétrole. Voilà. Et enfin, dernière chose, par rapport à 2008, et c'est peut-être le plus important, l'endettement total, public et privé, est colossal. Aujourd'hui, il représente 280% du PIB mondial. Voilà, c'est ce que vous voyez sur le graphique qui est en train d'être projeté. Aujourd'hui, cet endettement, il touche pas seulement les banques, comme c'était le cas en 2008, mais il touche aussi les entreprises industrielles elles-mêmes. Et cet endettement n'a fait qu'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on est devant une crise majeure, encore plus importante que celle de 2008. La question qu'on cherche à se poser, c'est d'où viennent ces crises que connaît régulièrement le capitalisme, puisque on a eu la crise de 2008, maintenant on peut dire on a celle de 2020, qui va être encore plus grave que celle de 2008. Donc, d'où viennent ces crises que connaît le capitalisme? Bon. Alors d'abord, la caractéristique du mode de production capitaliste, c'est l'exploitation du travail salarié. Dans le régime capitaliste, le patron possède les moyens de production et il achète la force de travail des travailleurs et des travailleuses pour qu'ils produisent des produits qui sont destinés à être vendus afin que le patron en tire un bénéfice. Donc, dans le régime capitaliste, la force de travail est considérée comme une marchandise que le capitaliste achète contre de l'argent. Voilà. La particularité de cette marchandise force de travail, c'est que contrairement aux autres moyens de production, elle est capable de produire plus que sa propre valeur. Par exemple, le capitaliste va acheter 8 heures de la force de travail d'un ouvrier, mais au bout de 4 heures, cet ouvrier aura produit une valeur équivalente à celle des 8 heures de travail que le capitaliste a payé, et donc le reste, c'est du surtravail, c'est de la plus-value pour le capitaliste. C'est ce que vous voyez sur le petit dessin qui est en train d'être projeté. Voilà, donc l'ouvrier dit j'ai produit ça en 8 heures, mais la valeur de sa force de travail ne représente que 2 heures de ce qu'il a produit. Donc, le reste, de la plus-value pour le capitaliste. Alors, bien évidemment, l'intérêt du capitaliste, ça va être de payer le moins cher possible la force de travail de l'ouvrier. Alors que l'intérêt de l'ouvrier, lui, ça va être de vendre sa force de travail le plus cher possible. Bon, c'est ce qu'on connaît tous, ce qu'on voit tous dans la lutte autour des salaires. C'est la lutte de classe qui se cristallise sur cette question du salaire, c'est-à-dire le prix de la force de travail de l'ouvrier. L'autre point sur lequel il faut insister, c'est que si le patron tire une plus-value de l'exploitation du travail salarié, il doit ensuite réaliser cette plus-value en vendant les marchandises produites. Et ça, c'est pas automatique. Voilà. Donc, le capitaliste peut exploiter le travail salarié, produire plein de marchandises, mais s'il ne vend pas ces marchandises, sa plus-value, elle restera pas du tout réalisée. Et justement, au moment des crises, c'est ce qui pose problème. On n'arrive plus à vendre ces marchandises qui sont produites. Donc, ça, c'est la caractéristique fondamentale du système capitaliste et qui est fondamentale à comprendre si on veut comprendre les racines des crises capitalistes. À partir de cette exploitation du travail salarié, du coup, ce que va chercher le capitaliste à faire, c'est à développer au maximum la productivité du travail. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'on produise plus de valeur en une heure de travail. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 8 heures qu'il a achetées
de force de travail qu'il a acheté à l'ouvrier, il va chercher à faire que en 2 heures, il produise bien plus de marchandises, c'est-à-dire de valeur. Ça découle du fait que les capitalistes sont en concurrence entre eux et ils cherchent donc la rentabilité maximale en augmentant la productivité du travail. Donc, cette concurrence entre les capitalistes, elle débouche sur une tendance permanente à l'accumulation du capital. On va accumuler toujours de plus en plus de capital en faisant de plus en plus de plus-value. Ça va bouleverser en permanence les méthodes de production des produits eux-mêmes, mais ça aboutit à des difficultés structurelles. On produit de plus en plus de plus-value, donc on a de plus en plus de plus-value qui est réalisée, on a de plus en plus de profit, donc de plus en plus de capital, mais ça a provoqué une tendance non seulement à l'accumulation de capital, mais à la suraccumulation de capital. Chaque capitaliste, il tend à investir pour gagner des parts de marché, mais globalement, tout ça conduit à une suraccumulation, c'est-à-dire que globalement, il va y avoir trop de capital pour qu'il puisse être rentabilisé au même niveau qu'avant. Donc ici, on a une contradiction intrinsèque dans ce qu'on appelle le cycle du capital, qui fait que c'est ces contradictions qui amènent des crises à certains moments. Cette tendance à la suraccumulation de capital, en réalité, elle entraîne ce qu'on appelle la surproduction. C'est-à-dire qu'on va produire de plus en plus de marchandises, à tel point que le marché va en être saturé et il ne va plus pouvoir absorber les marchandises qui sont produites. Et si les marchandises ne sont pas achetées par le marché, ça veut dire que le capitaliste, il ne peut pas réaliser sa plus-value. Les marchandises sont plus-values, les marchandises ne sont pas vendues, la plus-value du capitaliste n'est pas réalisée, et donc, ça aboutit à ce qu'il y a trop de marchandises pour le marché. Alors, produire plus de marchandises que le marché ne peut en absorber, ça ne veut pas dire que les besoins sociaux de la population sont satisfaits, évidemment. Au contraire, comme les capitalistes ils cherchent sans cesse à réduire le coût de la force de travail, c'est-à-dire à comprimer au maximum les salaires, à payer le moins cher possible la force de travail, eh bien, ça entraîne une sous-consommation globale des masses. Donc, c'est comme ça qu'on aboutit au paradoxe où il y a des milliers de produits qui croupissent dans les entrepôts, voire qui sont détruits, pendant que la majorité de la population vit dans la misère. C'est le schéma qu'on vous montre ici. Hein. Donc, vous avez la concurrence entre les capitalistes qui aboutit à l'accumulation de capital. Ce capital est investi pour produire de plus en plus, mais dans le même temps, on comprime les salaires et du coup, les salariés ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat, si vous voulez, pour acheter toutes les marchandises qui sont produites. Et donc, à la fin, il y a surplus de marchandises. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a crise de surproduction. Donc, ce qu'on voit, c'est que le mode de production capitaliste, il est rempli de contradictions. La contradiction fondamentale qu'on vit quotidiennement, c'est la contradiction entre les capitalistes et les salariés. C'est la lutte des classes. Voilà. Le capitaliste va chercher à payer le moins cher possible la force de travail et les salariés, eux, ils vont chercher au contraire à vendre le plus cher possible leur force de travail. L'autre contradiction très importante, c'est la concurrence que se livrent les capitalistes entre eux. Voilà. Ça, c'est les deux principales contradictions. Mais il y a aussi une contradiction entre le développement maximum de la productivité du travail, qui pousse à l'accumulation du capital, et les capacités d'investissement de ces capitaux. C'est ce qu'on a appelé la suraccumulation de capitaux. De plus en plus de capital qui ne peut plus s'investir dans la sphère de la production. Et donc, cette contradiction, et enfin, il y a une dernière contradiction, qui est la contradiction entre la tendance à produire toujours plus de marchandises, quand dans le même temps, le marché est restreint, puisque les capitalistes cherchent à bloquer les salaires. Et donc ça, c'est ce qui aboutit aux crises de surproduction. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est que le fonctionnement du capitalisme, il est irrégulier par essence. Il est secoué très régulièrement par des crises,
Donc, c'est ce qu'on voyait au début, hein. On a eu la crise de 2008, mais elle-même faisait suite à la crise qu'il y avait eu en 98. Aujourd'hui, on a la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que très régulièrement, le capitalisme est secoué par ces crises, et à chaque fois, les capitalistes, bien sûr, cherchent à faire payer ces crises aux travailleurs et travailleuses. Voilà. Donc, le mouvement normal du capitalisme, c'est en gros celui d'une succession de cycles, et dans ces cycles, il y a d'abord une reprise économique suivie d'une expansion économique. Cette expansion économique aboutit à une crise, puisqu'il y a suraccumulation et surproduction, et cette crise conduit à la dépression. Voilà, et une fois qu'on a détruit suffisamment de capitaux qui étaient suraccumulés, qu'on a détruit suffisamment de marchandises qui étaient surproduites, on repart sur un autre cycle. Mais l'origine de la crise et de la dépression qui s'ensuit, c'est toujours dans la racine du cœur capitaliste, c'est toujours dans la production. Donc, ce qu'on voit, c'est que la crise de 2008, celle qu'on connaît aujourd'hui, elles plongent leurs racines dans le fonctionnement même du capitalisme, dans les contradictions même du capitalisme, dans les contradictions en fait, entre d'une part entre capitalistes et salariés, et les contradictions entre capitalistes eux-mêmes. Voilà. Donc il y a ces différents cycles qui conduisent à des crises régulières. Mais ce que les économistes marxistes ont constaté, notamment Ernest Mandel, c'est que, et ça permet de comprendre pourquoi, après la crise de 2008, on va chaque fois sur des crises plus graves, c'est que ces cycles, qui sont des cycles, si vous voulez, courts du capitalisme, ils s'inscrivent par ailleurs dans des phases beaucoup plus longues, dans des périodes. Et donc, en fait, l'histoire du capitalisme est aussi traversée par une succession de périodes historiques qui sont une alternance entre des phases expansives et des phases récessives. C'est des périodes bien plus longues que les cycles qu'on a décrits précédemment. Et ces longues périodes historiques, c'est ce qu'on appelle les ondes longues du capitalisme. Voilà. Donc, en gros, on distingue jusqu'à présent 4 périodes, 4 ondes longues du capitalisme. Hein. Donc, c'est le tableau qu'on vous projette à présent. Donc, une première grande période, grande onde longue, donc qui est d'abord qui commence par une phase ascendante entre 1789 et 1816, suivie d'une phase descendante entre 1816 et 1947. Une deuxième onde longue, en gros, qui va jusqu'en 1896, la phase descendante. Une troisième onde longue qui va de 1896 à 1919 pour sa phase ascendante, et qui, pour sa phase descendante, commence en 1920 et se termine sur la guerre de 39-45. Et enfin, quatrième période, qui commence après la Seconde Guerre mondiale, qui va jusqu'en 1900, en gros 1976, 1967, 1973. Hein, il n'y a pas de comment dire, d'années précises charnières, hein, mais en gros, c'est la période, ce qu'on a appelé la période des 30 glorieuses. Et depuis 1968-73, depuis cette période, en gros, ce qu'on appelle la période de la crise, de la récession, et dans laquelle on est toujours. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de revenir sur ces différentes périodes? C'est parce que justement, ça permet de comprendre pourquoi, en gros, on va de crises de plus en plus graves, de plus en plus graves, à des crises de plus en plus graves. Donc, en fait, ce qu'on appelle les phases ascendantes, les phases d'expansion, c'est des phases dans lesquelles le capitalisme fonctionne, donc, comme on l'a dit, sur des cycles courts qui sont entrecoupés de crises. Mais en gros, à chaque fois, sur toutes ces périodes-là, le taux de profit augmente. Alors que dans la phase descendante, à nouveau, il y a des cycles, mais
mais cette fois-ci, à chaque fois, le capitalisme va sur une baisse tendancielle du taux de profit. Alors, justement, c'est là-dessus que j'en viens, c'est cette succession de phases ascendantes et descendantes, elle est liée au taux de profit et ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une autre contradiction du régime capitaliste dont on n'a pas encore parlé. En gros, pour faire simple, le problème qui se pose aux capitalistes, c'est, comme on l'a dit, qu'il va chercher à augmenter toujours la productivité du travail. Il va investir de plus en plus de capital dans des machines qui vont permettre d'augmenter la productivité. Hein, c'est ce que Marx appelle le capital constant. Et par rapport à cette masse qui par rapport à cette masse qui est le capital constant, il va proportionnellement moins investir dans la force de travail humaine. C'est ce qu'on appelle le capital variable, hein, variable puisque c'est la lutte de classe entre patron et travailleur qui fixe la valeur de la force de travail. Donc, et évidemment, c'est logique, il cherche à ce que cette force de travail lui coûte le moins cher possible. Donc, en augmentant la productivité, il réduit la masse de travailleurs qu'il exploite et donc la masse salariale qu'il doit engager. Donc, le problème qui va se poser aux capitalistes, c'est que on peut bien investir de moins en moins dans le capital variable, mais seul le travail humain permet de produire plus de valeur. Hein. Le capital constant, les machines, les matières premières, elles ne font que transférer leur propre valeur à celle du bien qui est produit. La seule chose qui est capable de produire plus de valeur qu'elle n'en a soi-même, c'est le travail humain. Donc, si proportionnellement, on investit moins dans le capital variable, ça pose problème aux capitalistes. Ça aboutit à ce que le profit immédiat du capitaliste augmente, certes, puisqu'il peut vendre davantage de marchandises, puisque le travailleur peut en produire plus en une heure, mais globalement, ça va entraîner une baisse du taux de profit, c'est-à-dire une baisse du rapport de la plus-value par rapport au capital investi. Donc là, vous avez un tableau pour montrer comment ça marche. Donc, vous avez par exemple un capital, quand le capital constant et le capital variable c'est-à-dire quand on investit autant dans les machines, si vous voulez, que dans la masse salariale, eh bien, on a une valeur produite qui est moins importante, mais on a un taux de profit de 50%. Mais plus on va augmenter le capital constant, plus évidemment la valeur produite va augmenter. Mais ce qu'on voit sur la dernière ligne, hein, haute technologie, donc on a 500 de valeur produite, donc énormément de profit pour le capitaliste, mais par contre son taux de profit, lui, baisse à 25%. Donc, ça explique que ça explique donc que il y ait des phases récessives, puisque en fait ces phases, ça va être des phases dans lesquelles le taux de profit va de plus en plus baisser. Donc en gros, les ondes longues ce qu'on appelle les ondes longues du capitalisme, elles suivent cette baisse tendancielle du taux de profit. Les phases descendantes correspondent aux périodes où le taux de profit baisse et les phases ascendantes correspondent aux périodes où le capitaliste réussit à rétablir le taux de profit. Le problème pour les capitalistes, c'est que pour pouvoir rebasculer d'une période de récession à une période ascendante, le capitaliste doit opérer une série de restructurations, notamment en ce qui concerne le rapport de force capital-travail. C'est-à-dire que fondamentalement, une des choses principales qu'il doit faire, c'est asséner une série de défaites énormes aux classes ouvrières et redéfinir la division internationale du travail. Par exemple, on a vu ce qui sépare la troisième onde longue de la quatrième onde longue, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, la Seconde Guerre mondiale, ça a provoqué une destruction énorme qui en réalité a été suivie d'une période de reconstruction et c'est ça qui a permis de relancer l'économie capitaliste sur les 30 glorieuses. Donc en réalité, le capitalisme n'a pu
se rétablir que par cette phase énorme de destruction qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport justement à ces histoires d'ondes longues, de phase ascendante, phase descendante? euh, si vous avez en souvenir le tableau qu'on a montré, hein, des quatre ondes longues du capitalisme, on voit que la phase récessive de la quatrième période, eh ben, elle n'a pas de fin. Et c'est qu'en effet, on est toujours, c'est en tout cas le constat que font les, les économistes marxistes, c'est que nous sommes toujours dans cette phase récessive. Pour l'instant, depuis la période 1968-1973, le capitaliste n'a toujours pas réussi à réunir les conditions pour un retournement vers une période d'expansion avec un rétablissement du taux de profit. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, on a un capitaliste de plus en plus mondialisé, donc il ne peut plus trouver de nouveaux marchés. Et pour l'instant, on n'a pas eu de processus de destruction comme on en a connu avec la Seconde Guerre mondiale, qui permettent de gagner de nouveaux marchés sur la base de la reconstruction des destructions qui ont été faites. Il n'y a pas eu de progrès technique significatif qui ont permis de redéfinir les conditions de travail pour permettre un rétablissement du taux de profit. Et enfin, pour l'instant, c'est, je pense, une des choses fondamentales, les différents coûts donnés par la classe capitaliste aux classes ouvrières, même si elles ont réussi à inverser fondamentalement le rapport de force entre le capital et le travail, elles n'ont pas réussi à le redéfinir de façon suffisamment radicale pour que ça redémarre sur une phase d'expansion. Alors, par exemple, si on regarde l'économie, notamment l'économie américaine, par exemple, malgré les multiples offensives de la bourgeoisie, hein, les plans de relance, etc., eh bien, sur l'économie américaine, on observe depuis 2014 une baisse du taux de profit et une stagnation de la masse des profits. C'est les deux schémas qu'on vous montre. Hein. Celui de gauche, c'est le taux de profit, donc vous voyez que c'est en baisse. Hein. Et sur celui de droite, vous avez la masse de profit. Alors, en rouge, en réalité, c'est les profits après impôt. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça montre, c'est que les profits en eux-mêmes n'augmentent pas tellement, mais par contre, il y a une politique fiscale très largement en faveur des patrons qui leur a permis de maintenir une masse de profits élevée, mais fondamentalement, la masse des profits n'augmente pas, elle stagne. Voilà. Donc, pour Michel Husson, qui est un économiste marxiste, le capitalisme a peut-être même épuisé totalement son caractère progressiste et il est incapable de sortir de cette phase récessive. Alors, moi, j'ai pas les compétences pour pouvoir juger si c'est juste ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après les différentes crises qu'on a connues, pour l'instant, il n'y a pas eu de relance suffisante de l'économie capitaliste pour rebasculer dans une phase d'expansion. Voilà. Alors maintenant, si on regarde les problèmes qui sont posés par la crise actuelle, j'en parlais au début du topo, et je terminerai là-dessus pour ce qui permettra peut-être d'ouvrir la discussion. Ce qu'on voit, c'est que la crise qui est en train d'éclater, elle va être bien supérieure à celle de 2008. Alors, un des problèmes fondamentaux pour les capitalistes, c'est que la fonction normale d'une crise en système capitaliste, c'est de purger cette suraccumulation de capital dont on parlait, de purger ce capital excédentaire. Or, cette purge qui a eu lieu il y a eu une purge après la crise de 2008, mais elle a été fortement amortie par les plans d'aide des États aux entreprises et ça a empêché une véritable reprise après 2008. Et donc, depuis 2008, on vit une phase de stagnation. Par ailleurs, comme je le disais au début du topo, le surendettement
a explosé. Et, enfin, les différentes bourgeoisies capitalistes ne peuvent pas, comme elles avaient fait en 2008, elles ne peuvent pas jouer sur les taux d'intérêt puisque les taux d'intérêt sont déjà négatifs. Donc les différentes bourgeoisies sont confrontées à des difficultés énormes. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme pour toutes les crises, les réponses qui sont données par la bourgeoisie, ça va être de faire payer la crise aux travailleurs. Donc, par exemple, en France, qu'est-ce que c'est? C'est le plan de soutien massif qui a été annoncé aux entreprises, hein, un plan de 45 milliards assorti de 300 milliards de garantie de prêt. Hein, et ce plan massif de 45 milliards pour les entreprises, ça ne tient pas compte du coût du chômage partiel qui, on le sait, est en grande partie financé par l'État, c'est-à-dire par les contribuables, par nous. Si on regarde maintenant outre-Atlantique, aux États-Unis, là, c'est plus des petits joueurs comme en France, hein, c'est plus 45 milliards. Là, on y va à la Trump, hein, c'est 2000 milliards de dollars, boum. Énorme plan de soutien, on sort 2000 milliards comme ça. Sauf que le problème, c'est que les 2000 milliards de dollars, bah, les 2 tiers, c'est évidemment dédié aux capitalistes, aux entreprises, et qu'il y a un petit tiers qui sont en gros pour les hôpitaux et pour accorder quelques aumônes aux travailleurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que ces plans massifs de soutien à l'économie capitaliste par les États, eh bien, les capitalistes, ils vont les faire payer aux travailleurs et aux travailleuses. Ça va être sur 2 plans. Ça va être déjà des plans d'austérité énormes, beaucoup plus durs qu'après la crise de 2008. Or, il faut quand même rappeler que la crise de 2008, c'est ce qui a abouti à la catastrophe qu'on connaît actuellement en Grèce. Hein. C'est des pays entiers qui ont été ravagés par ces plans d'austérité. Hein. Voilà. Et donc, c'est sûr que la bourgeoisie va mettre en place des plans d'austérité qui seront encore bien pires que ceux qu'on a connus en 2008. Et enfin, l'autre solution que va avoir la bourgeoisie pour tenter de faire payer la crise aux travailleurs, c'est de faire voler l'inflation, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation générale des prix. Voilà. Donc dans tous les cas, l'addition sera terrible à payer pour les travailleurs. Voilà. Et donc je vais terminer là-dessus. Si on regarde, c'est que la seule solution pour que ce ne soit pas des travailleurs qui payent la crise, c'est d'imposer d'autres choix, c'est de remettre en cause radicalement la logique capitaliste. Comme on l'a dit, le cœur, la racine des crises capitalistes, c'est dans la production. Et donc, la solution aux crises capitalistes, elle se situe dans la production, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui peut permettre de mettre fin à ces crises qui provoquent des souffrances énormes pour la majorité de la population, c'est la classe des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, la solution pour pouvoir sortir de la crise dans un sens positif pour les travailleurs, ça ne peut se faire que par l'intervention de la classe ouvrière, de la classe des travailleuses, des travailleurs, qui remettent en cause fondamentalement le pouvoir des capitalistes. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai été un peu clair et donc on va laisser la place au débat.